Le café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Vendredi 25 avril, voici à la une. Bon vendredi, bon début de journée. Marie-Michel Bordua avec vous pour cette émission d'À la une de ce vendredi 25 avril. J'espère que votre début de journée, votre réveil se passe bien. Aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'actualités au cours de la journée, notamment ce qui retient l'attention ce matin, c'est à l'international. C'est la Russie qui se dit prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ça survient, ça, après un avertissement de Donald Trump hier, donc avertissement à Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux en lien avec les frappes meurtrières à Kiev. Donc, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui précise dans un entretien, ça a été diffusé ce hier soir par la chaîne américaine CBS, qui a certains éléments spécifiques, parfois, toutefois, qui vont devoir être peaufinés là, pour en arriver à un accord, mais la Russie qui se montre donc ouverte à aller de l'avant. Il y a un autre entretien du côté de l'Ukraine. Cette fois, c'est le maire de Kiev. Ça a été diffusé à la BBC ce matin. Maire de Kiev qui dit que l'Ukraine devrait pouvoir céder temporairement des territoires pour conclure un accord temporaire avec Moscou. Alors, on va faire le tour de cette question un petit peu plus tard là, avec Jean-Philippe Robillard. Chez nous, ce qui retient encore l'attention ce matin, Vincent, c'est Mark Carney. Il a finalement admis hier que Donald Trump a bel et bien soulevé là, la question de l'annexion lors de leur échange téléphonique. Oui, une conversation qui a eu lieu le 28 mars dernier, au terme de laquelle le premier ministre Mark Carney avait dit que Donald Trump avait respecté la souveraineté du Canada. Or, lors de cet entretien, il avait été question de l'annexion du Canada. Monsieur Carney qui s'est fait montrer du doigt par ses adversaires. On l'a accusé de manquer de transparence. Il a répondu. Je vais vous faire entendre tout cela dans quelques minutes. D'abord, un petit portrait de ce qui nous attend aujourd'hui. Véronique, ce sera une belle journée? Quand même pas mal. On a eu de belles trouées hier. Là, aujourd'hui, ça commence de belle façon. Il y a peut-être un petit peu de brouillard ici et là par endroits ce matin. L'Estrie, Québec, mais sinon, dans l'ensemble, alternance soleil-nuage et ça va s'ennuager graduellement en cours d'après-midi. Un système qui va faire son entrée dès cet après-midi pour les gens de l'Abitibi. L'Outaouais-Laurentide pourrait avoir quelques petites averses en début de soirée, mais dans l'ensemble, les précipitations vont commencer au cours de la nuit prochaine, se poursuivre samedi, puis ça va être hésitant tôt le matin dimanche, mais il y aura amélioration en après-midi. Donc, on va goûter à une belle fin de week-end, c'est ce qu'on peut se dire. Les températures demeurent autour de 15 à 18 degrés aujourd'hui. Ce sera du 12 à 14 sous la pluie samedi et autour de 14-15 degrés aussi pour la journée de dimanche. Plus près de la dizaine à Québec parce que la pluie va s'accrocher un petit peu plus longtemps. L'Outaouais ira chercher jusqu'à 18 dimanche. Le soleil va revenir un petit peu plus tôt de ce côté-là et on commencera la semaine avec une belle poussée de douceur aussi et des conditions agréables. Mais ce système-là qui nous apportera de la pluie sur les régions plus au sud pourra encore donner de la neige. En Gaspésie, sur la Côte-Nord, Saguenay, secteur Mont-Valin, Charlevoix par endroits. C'est pas impossible qu'il y ait de la neige là-dedans au cours de la fin de semaine. Donc, d'ici là, quand même, les gens de l'Abitibi, la pluie commencera tranquillement cet après-midi. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, c'est assez nuageux aujourd'hui, mais pas de pluie avant cette nuit. 8-9 degrés au thermomètre. Quelques averses tôt ce matin pour la Gaspésie, la Côte-Nord, mais il y aura dégagement par la suite avant l'arrivée de l'autre système qui donnera des précipitations, surtout samedi. Température
températures de 5 à 7 degrés. Pour ce qui est de l'Ontario, généralement nuageux vers le nord du territoire, pluvieux vers Sudbury. Toronto-Windsor, c'est un cas d'averses et d'orages dispersés, quand même jusqu'à 22 à Windsor aujourd'hui, 14 pour Toronto. Ottawa, plutôt beau temps, ennuagement cet après-midi, 17. Il pourrait y avoir quelques averses en fin de journée. Et pour ce qui est du sud de l'Ontario, ce sera beau et doux dimanche quand même. L'Ouest canadien, c'est du beau temps et ce sera une belle fin de semaine dans l'ensemble. On aura un soleil dominant à Vancouver, 18 à 25 degrés. Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg, ça varie entre 17 et 21. Ça se passe sous le soleil aussi et on maintient des températures peut-être un petit peu plus fraîches cette fin de semaine, mais la fin de semaine sera belle dans l'Ouest. Donc, on s'accroche un peu à la patience sur le sud du Québec parce que là, Dame Nature joue avec nos nerfs. Dernier week-end d'avril et ce sera dimanche après-midi, la portion la plus intéressante. Au moins, j'ai retenu la douceur. Faut douceur s'accrocher s'en à ce qu'on vient. peut. On commencera la semaine de belle façon, mais là, vous allez me dire, ouais, mais là, on retourne travailler lundi. Oui, mais quand même plus fun quand c'est beau et doux. Hein? On s'encourage comme ça. Il y a toujours moyen de trouver le verre à moitié plein. C'est ça. Bon week-end. Au sport. Matthews à la mise en jeu devant Shane Pinto. Matthews gagne la mise en jeu. Le tir de Benoît! Le but! Simon Benoît! Le héros en prolongation. Et les Leafs mènent maintenant... L'écart se creuse, Olivier, dans la bataille de l'Ontario. On l'entendait, Simon Benoît, le défenseur québécois, qui a offert là, un confortable coussin aux Maple Leafs dans ce premier tour des séries. Oui, parce que les Maple Leafs, maintenant, ont remporté les 3 premiers matchs, donc mènent la série 3-0. Les Sénateurs, donc, qui sont devant le fait accompli, doivent remporter donc les 4 derniers matchs. Ils ont le dos au mur pour cette série face aux Leafs. Hier, Simon Benoît, effectivement, le défenseur québécois de 26 ans, qui a marqué son tout premier but en séries éliminatoires. Il en a 2 points depuis le début de cette série en 3 matchs. Il a aidé d'ailleurs lors de leur dernière rencontre. C'est lui qui avait voilé la vue du gardien des Sénateurs en prolongation pour permettre à Max Domi de marquer. Et puis là, hier, il délivre une fois de plus les Leafs en prolongation. Victoire de 3-2 pour Toronto, qui était sur la patinoire adverse, qui était à Ottawa hier. Et ça n'a pas trop paru parce qu'ils étaient encore très en jambes et très inspirés dans le match d'hier. Donc voilà, je pense que c'est un scénario rêvé pour eux dans ce premier tour des séries face aux jeunes Sénateurs inexpérimentés. On ne savait pas trop quoi attendre de cette équipe. Il semble que les Maple Leafs les aient domptés, ces jeunes-là, pour le premier tour. Quoique c'est pas terminé. Là, on vendra la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, surtout lorsqu'on parle des Maple Leafs. Mais pour l'instant, là, ils ont pris les commandes de cette série, puis de belle façon. Donc voilà, les Leafs en avant, 3-0. Il y avait aussi quelques matchs à l'horaire, dont cette bataille de la Floride. Il y avait match entre les Panthers et le Lightning. Les Panthers qui ont remporté le match 2-0 et eux mènent leur série 2-0. Et sinon, pour l'autre équipe canadienne qui était en action hier, ce sont les Jets de Winnipeg hier qui ont perdu un premier match face aux Blues de Saint-Louis. Les Blues qui ont remporté le match 7-2 hier. Et surtout, il faut parler de ce tour du chapeau de Pavel Buchnevich qui a marqué donc son 3e but, a complété son tour du chapeau en début de 3e période. Et il a porté son équipe comme ça dans cette première victoire des Blues qui ne s'avoue pas vaincu contre la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Et puis ce soir, il faudra surveiller le Canadien de Montréal, le Canadien qui affronte les Capitals de Washington à Montréal au Centre Bell pour ce 3e match de cette série. Je vous rappelle que le Canadien a perdu les 2 premières rencontres face aux Capitals et Martin Saint-Louis continue de croire aux chances de son équipe, mais espère un meilleur jeu collectif et surtout les individus qui devront s'élever dans ce 3e match pour tenter d'aller acheter une première victoire. On l'écoute. On est capable de jouer avec eux autres, tu sais, mais c'est d'aller chercher un petit peu plus de meilleures minutes. Rien comme jouer à la maison, surtout au Centre Bell. Nos partisans, les séries. Donc, je pense que ça va être exactement ce qu'on a besoin. Des meilleures minutes. On verra ce que ça va donner ce soir. Plus de meilleures minutes. Plus de meilleures minutes. Au tennis, maintenant, vous nous amenez en Espagne parce que entrée en scène de Félix Auger-Aliassime au tournoi de Madrid. Exact. Le Québécois qui est toujours en quête d'une première victoire cette saison sur terre battue en 3 tournois. Ce matin, il affrontera l'Argentin Juan Manuel Cerundolo, 126e raquette mondiale, frère cadet de Francisco Cerundolo. Tentera de s'inspirer peut-être de Gabriel Diallo qui a remporté hier son match de premier tour face au Belge Zizou Bergs. Et il y aura une autre Canadienne qui sera en action aujourd'hui, c'est Bianca Andreescu, qui aura la lourde tâche d'affronter la 10e tête de série du tournoi, la Kazakh Elena Rybakina. Mais quand même, dès le premier tour, là, une première victoire pour Andreescu. Là, ça a été inspirant pour elle. Elle qui fait un retour après de longs mois passés sur la touche, après avoir subi quelques blessures. Donc, quelque chose d'inspirant peut-être pour ses compatriotes à ce tournoi de Madrid. À suivre. Merci, Olivier. Un plaisir.
Donald Trump, encore une fois, on a parlé de lui hier, et pas aux États-Unis, mais dans notre campagne électorale au pays, Vincent, après des révélations de Radio-Canada à l'effet que le chef libéral Mark Carney est caché le fait qu'il avait été question d'annexion lors de leur appel téléphonique. Ouais. Il a admis hier que Donald Trump avait bel et bien soulevé l'annexion du Canada. Ça s'était passé cet appel le 28 mars. Et pourtant, donc, s'il avait soutenu le contraire là, jusqu'à ce que ces informations-là sortent, hier, devant le fait accompli, a dû donc revenir sur toute cette question. Et ses adversaires maintenant qui l'accusent de manquer de transparence. Quelles sont les explications là, d'abord, Vincent, du chef libéral à ce sujet? Bon, que le président Trump a bel et bien abordé la question de l'annexion du Canada pour en faire un 51e État, mais que c'était loin d'être le seul enjeu dont il a été question lors de leur discussion et que Mark Carney lui a bien fait comprendre que ça n'arrivera jamais. C'est une précision qui était rendue nécessaire parce que notre collègue Laurence Martin avait su de plusieurs sources que ça avait été abordé lors de leur entretien. On va replacer tout ça dans le contexte pour nos auditeurs. Après son assermentation comme premier ministre, ça fait seulement à peu près 2 mois, on a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Mark Carney répétait que la première condition pour parler à Donald Trump, c'était le respect. On s'en souvient, le président américain appelait Justin Trudeau le gouverneur du 51e État. Le président ukrainien s'était fait sermonner dans le bureau ovale. Et le nouveau premier ministre Carney voulait que le Canada se fasse beaucoup plus respecté. Mais avec l'annonce des tarifs de 25 % sur l'industrie automobile, là, la discussion entre Ottawa et Washington devenait vraiment nécessaire. Donc, Mark Carney et Donald Trump se sont parlé. C'était le 28 mars. Et après la rencontre, le chef libéral avait dit que le Canada, sa souveraineté avait été respectée. C'est ce que le premier ministre avait dit tout de suite après son entretien avec le président. Monsieur le Président a respecté la souveraineté de notre pays dans la conversation privée. Ça, cet extrait-là date du 28 mars et voilà que notre collègue Laurence Martin apprend de plusieurs sources que lors de la conversation privée, justement, le président américain a parlé d'annexion du Canada. Elle a donc questionné hier le chef libéral. On l'écoute, suivi de la réponse de Mark Carney. Pourquoi vous avez dit que M. Trump a respecté la souveraineté du Canada durant votre appel alors qu'il a évoqué le 51e État? Je suis toujours clair avec tout le monde, y compris le président, qui soulève cette question, que cela n'arriverait jamais. Bon, Vincent, cette réponse-là, ça n'a pas semblé satisfaire les autres chefs qui reprochent en fait à Mark Carney un certain manque de transparence. Oui, je fais d'abord entendre la réaction du chef du NPD, Jagmeet Singh. Vous méritez d'avoir des transparences et les néo-démocrates vont garantir que le processus est transparent. On sait qui va être impacté et c'est quoi les impacts de ces négociations. Le chef conservateur Pierre Poilievre s'est essentiellement contenté de dire qu'il n'était pas présent lors de l'appel. Le plus critique a clairement été le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Il a manipulé la vérité avec bien peu de précaution. Il a, pour se donner l'image d'un leader fort, grand négociateur, gestionnaire de crise, dit « Regardez, M. Trump a reconnu la souveraineté du Canada ». Or, M. Trump a peut-être simplement répété cette espèce de bêtise dans laquelle il se complaît que le Canada serait donc mieux s'il était le 51e État. Bon, on l'entend, ça ne passe pas pour Yves-François Blanchet. Qu'est-ce que Mark Carney répond justement au niveau de la transparence? Que c'est surtout le résultat de la rencontre avec Donald Trump qui est important à retenir. Oui, je suis transparent. Ce qui est important, il y a un appel, il y a beaucoup de discussions dedans. Et ce qui est important, c'est le résultat de l'appel. Bon, comme résultat, on peut peut-être souligner que le premier ministre et le président se sont entendus sur la tenue d'une négociation en vue d'une entente sur le commerce et la sécurité nord-américaine. Ça va se faire après les élections. Il y a un peu plus de respect dans les mots choisis du président américain. Il a cessé de traiter le premier ministre de gouverneur et il a répété encore mercredi qu'il ne veut pas s'immiscer dans les élections fédérales canadienne. Par contre, là, Donald Trump ne se gêne toujours pas pour dire que le Canada devrait être le 51e État américain. Alors, à suivre les répercussions de tout ça quelques jours du vote maintenant. Il reste qu'une fin de semaine. Voilà, merci Vincent. Au revoir.
Rendons-nous maintenant à Ottawa rejoindre Gabriel Marcamperrault. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Marie-Michel. Alors, pour débuter cette revue-là des une histoire qui fait du bien, celle d'un vingtenaire qui a donné son rein. C'est en une de la Presse Plus ce matin. Une histoire très inspirante à lire ce matin, celle de Céric Plong qui a fait un don de son rein. Il a donné un rein de façon altruiste, écrit le quotidien La Presse il y a deux ans. Un geste plutôt rare. Dans le jargon, il a fait un don non dirigé ou un don sans receveur prévu. Lancé en 2009 par la Société canadienne du sang, le programme de dons croisés de reins permet de jumeler des donneurs vivants avec des personnes qui sont en attente d'une greffe rénale. En inscrivant son don dans une chaîne de solidarité, le donneur contribue à sauver un plus grand nombre de vies. C'est que certaines personnes qui sont en attente d'une greffe ne sont pas biologiquement compatibles avec la personne qui souhaite leur donner un rein. Et depuis sa création, il y a 16 ans, le programme qui a facilité les dons de quelques 260 donneurs sans receveur prévu, dont une trentaine au Québec. Et le jeune enseignant qui a fait ce don, Céric Plong, qui est maintenant âgé de 28 ans, dit en entrevue à la presse qu'il s'agit de l'une des choses les plus gratifiantes, sinon la plus gratifiante qu'il a fait de sa vie. Parlant de santé toujours, à la une de notre site Internet ce matin, vous lirez le texte des collègues Daniel Boily et David Gentile sur le Collège des médecins qui dénonce le nombre effrayant d'hôpitaux vétustes. Dans son mot du président envoyé aujourd'hui aux 30 000 médecins et résidents du Québec, le docteur Maurice Gaudreault, qui est le président du Collège des médecins, estime que la province est mûre pour une vaste consultation nationale sur les priorités québécoises en santé, compte tenu des finances publiques. Et puis, Gabriel, en santé également, il y a un médecin de famille de l'Outaouais qui écope de 5 000 $ d'amende pour un cabinet médical bordélique. Des images saisissantes ce matin, la une du Journal de Montréal. On voit une pile de documents entassés, des boîtes empilées jusqu'au plafond de la cuisine, une salle de bain partagée avec les patients. Donc, un médecin de l'Outaouais dont le cabinet était complètement encombré et non sécuritaire. Le docteur Peter Paul Talco, 67 ans, soignait des patients dans sa résidence de Shawville en Outaouais. L'aménagement de son cabinet n'était pas sécuritaire ni salubre et hygiénique selon une décision du Conseil de discipline du Collège des médecins. L'omnipraticien, qui suit environ 1000 patients, plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées. C'était le 25 mars dernier. Il est aussi question, Gabriel, ce matin dans l'actualité, de demandeurs d'asile rejetés par le Canada qui sont détenus aux États-Unis. Et c'est la une ce matin du quotidien Le Devoir, le Canada qui renvoie de plus en plus de demandeurs d'asile vers les États-Unis et ils y sont détenus de plus en plus systématiquement, y compris des familles, mais aussi des jeunes enfants, des familles qui se retrouvent remises aux mains des autorités migratoires américaines par le service frontalier canadien. Et certaines familles devraient pourtant se qualifier pour demander l'asile en vertu des exceptions prévues à l'entente sur les tiers pays sûrs, selon des avocats en droit de l'immigration. Et parmi les cas qu'on voit passer à la frontière, il y a des enfants de 6 et de 8 ans du Venezuela, nous dit Le Devoir, détenus durant 3 semaines dans une pièce aux murs nus et sans fenêtre, et puis 3 autres semaines dans un centre au Texas, des cas qui se multiplient depuis quelques semaines, alors que l'Agence des services frontaliers du Canada affirme avoir envoyé plus de 1200 demandeurs d'asile vers les États-Unis, le nombre le plus élevé en une décennie. Merci, Gabriel. Bonne journée, bon week-end. Journée. La Russie semble être au diapason du président américain Donald Trump. En fait, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, assure que Moscou est près d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, prête à le faire également. Jean-Philippe Robillard, les avertissements de Donald Trump à Vladimir Poutine semblent finalement avoir porté fruit. Oui, parce que vous en souvenez, cette semaine, le président américain qui a haussé le ton cette semaine après les attaques de drones qui ont fait 12 morts et des dizaines de blessés en Ukraine, donne
Donald Trump donc, a demandé cette semaine à Vladimir Poutine sur son réseau social d'arrêter. Il a écrit « Vladimir, arrête les attaques ». C'est un message qui semble avoir été entendu à Moscou. Alors, dans une entrevue qui a été accordée au réseau américain CBS, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui affirme, comme Donald Trump d'ailleurs, que la Russie est proche d'un accord sur l'Ukraine. Selon lui, il y a plusieurs signes là, qui montrent qu'ils sont dans la bonne direction pour mettre fin à ce conflit. On écoute un extrait. Là. The statement by the president mentions a deal and we are ready to reach a deal. Alors donc, le chef de la diplomatie russe là, qu'on entend à l'heure actuelle, qui affirme donc que le président américain parle d'un accord et que la Russie est prête à conclure un accord, mais qu'il reste certains éléments spécifiques à peaufiner. On ignore quels éléments, Marie-Michel, mais on peut penser par exemple au territoire de la Crimée. Alors que de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, le répète, qu'il n'est pas question de céder des parties de territoire, de céder sur la souveraineté de l'Ukraine. Mais ce matin, il y a le maire de Kiev là, qui affirme que l'Ukraine pourrait éventuellement avoir à céder des parties de territoire à la Russie afin de conclure une paix temporaire, là, dit-il, avec Moscou. Là. Ça, c'est le portrait là, actuel pour les tractations diplomatiques. Pendant ce temps-là, sur le terrain, Jean-Philippe, les combats se poursuivent. Oui, effectivement. L'armée russe qui continue d'intensifier les combats sur certains fronts. Au cours de la nuit, par exemple, il y a eu de nouvelles attaques de drones contre la ville de Pavlorad. Ça, c'est dans l'est de l'Ukraine. Des attaques là, qui ont fait 3 morts, dont un enfant et 8 blessés. À suivre donc tout ça au cours des prochaines heures, prochaines journées. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Alors, il ne reste plus que quelques jours pour les chefs des partis pour faire campagne. Ils seront à nouveau sur le terrain. Aujourd'hui, Mark Carney, Jack Meeting vont passer une partie de la journée en Ontario. Pierre Poilievre est en Saskatchewan, se rendra en Colombie-Britannique par la suite. Et puis, le chef du Bloc québécois débute la journée en Mauricie et se rendra à Victoriaville et Châteauguay au cours de la journée. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du 25 avril d'À la Une. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et votre équipe du matin d'ici le début de la fin de semaine prend le relais à l'instant. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment, comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.